Salut à tous, alors nous voilà réunis sur Infomaniac pour la cinquième et dernière partie de ce projet bipède. Alors cette dernière partie, il ne faut pas la négliger, puisque vraiment ça change le cachet euh, de notre projet, puisqu'on va passer de ça, donc, c'est là où je vous avais laissé, à ça. Donc voilà. D'un coup on a une ambiance, on a un peu plus de réalisme, on a l'illumination, on a plein de choses qu'on va mettre en place grâce au système de compositing. Alors je vous remontre quand même la différence, hein. Elle est quand même flagrante, hein. Après bon, la teinte et tout ça, c'est vous qui allez voir ce que vous voulez, mais bon, je vais vous guider en tout cas pour faire ça. Je vais vous montrer donc le système nodal, parce que dans Blender, qui est un excellent logiciel de compositing, il faut le dire, le système de compositing est nodal. Alors on va essayer d'apprivoiser un peu ce système, vous allez voir que c'est pas si complexe que ça. Là si vous n'y comprenez rien, j'ai envie de vous dire c'est normal, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre sans aucun souci. Ok, alors bah écoutez, je vais vous charger le projet là où on en était. Hop. Et on va commencer ça. Alors, donc normalement, je rappelle la configuration, on a notre studio et notre robot et notre maillage dans un calque, vous voyez, ça c'est le premier calque. On a nos contrôleurs dans un autre calque, ça on s'en fiche. Et dans le troisième calque, on a l'iris. Ok, on n'est plus obligé de le laisser dans le troisième calque, on peut très bien le remettre dans le premier, mais bon, moi je vais le laisser dans le troisième calque. Ok, donc nous ce qu'on voudra afficher finalement, ce sera ces deux calques là. Là on a tout. Très bien. Donc je les sélectionne pour l'instant. Et je vais commencer par ajouter une petite option dans les matériaux. Je vais vous montrer en fait les, euh, les index matériaux, qui sont rien d'autre que des masques de matériaux. Alors, je vais prendre le matériau joint par exemple, et je vais aller ici dans Options, et j'ai Pass Index. Je vais lui mettre l'index 2. Voilà. Puis je vais prendre l'œil. Pareil, dans Options, j'ai Pass Index, je vais mettre l'index 1. Voilà. Je vais aller dans les paramètres de rendu. Ici j'ai Layers. Voilà. Et j'ai juste demandé à ce que dans mon layer, il m'affiche les material index. C'est ce que je viens de renseigner en fait dans mes matériaux et index. Donc je coche. Et puis je fais un petit rendu. Ok, voilà mon rendu. Alors je l'ai fait en Full HD, hein, donc 100%. Ok, je vais aller dans le compositing ici, puisque je trouve que l'environnement compositing est bien fait, donc je vais pas faire mon propre display, je vais pas faire mon propre environnement, je vais vraiment utiliser celui qui est déjà fait, donc compositing. Je suis bien dans univers, je vais cocher use node et backdrop. J'agrandis cette fenêtre avec Shift espace, voilà, et avec CTRL Shift, et je vais cliquer là, je vais créer un viewer, et en même temps je vais pouvoir avoir mon image qui est ici. Alors, j'ai juste dans zoom mettre à 0.65, ce qui correspond à mon écran quand il est en full HD. Ok, donc les matériels index, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va le connecter au viewer. Alors, le viewer, c'est ce qui nous permet de voir au fond les choses qu'on connecte dedans. Alors voilà ce qu'il me donne. Alors je vais faire Shift A. En gros, vous voyez, il me fait un masque de, de mon matériau. Alors je vais faire Shift A. Et je vais ajouter, parce que normalement je suis censé avoir deux matériaux index, l'œil et le côté. Mais là l'œil je le vois pas. Alors je vais faire Shift A, je vais ajouter un convertor ID mask. Et là je vais pouvoir sélectionner quel masque en fonction de l'index. Alors si je suis sur 0, vous voyez, il fait n'importe quoi. 1, c'est censé être l'œil, mais là il n'est pas là. Et je vérifie quand même. 2, c'est bien les jointures. Alors pourquoi est-ce que je vais les séparer? C'est pour pouvoir leur donner un effet d'illumination séparément à l'image. Je ne vais pas illuminer toute l'image, mais que ce qui est censé être illuminé. Alors je ne vois pas mon œil. Pourquoi? Alors la raison est très simple. C'est que en face de mon œil, j'ai une bulle de verre. Même si au final cette bulle est transparente, Blender lui ne réfléchit pas à la transparence de cette bulle. Il se dit juste qu'il y a un objet devant, donc on n'est pas censé voir l'objet qui est derrière. Donc pour lui cette bulle est solide, opaque, donc on n'est pas censé voir les objets qui sont derrière, donc il nous cache le masque, tout simplement. Donc pour ça, on va faire des render layers. Alors un render layer c'est quoi? Un render layer en fait c'est... Alors, on peut simplifier ça en disant qu'au moment où on va faire F12, Blender va nous faire deux rendus différents, qui ne comportent pas les mêmes éléments. C'est-à-dire que là vous voyez, j'ai render layer, par défaut. Alors moi je vais appeler ça robot, qui sera le robot avec la lentille et tout ce qui va avec. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette lentille, et mettre dans un autre calque. Donc je vais mettre dans ce calque ici, vous voyez tout seul là. Donc M, je vais le mettre dans ce calque là. Et ici dans Layer, je lui renseigne qu'est-ce qui doit être affiché dans ce rendu là.
Donc là, tout est renseigné, donc tant mieux, c'est très bien. Voilà. Et pour être sûr qu'il me fasse le rendu quand même de cette scène-là, il faut quand même que ici, je sélectionne mon calque. Voilà. En fait, c'est en fonction des calques sélectionnés, il va lui sélectionner des calques pour chaque render layer. Donc robot, c'est le robot complet. Donc forcément, je veux aussi ma lentille. Maintenant, je vais faire un nouveau layer, plus. Je vais appeler ça sans lentille. Voilà. Et je vais juste avec Shift et en cliquant décocher le calque où il y a ma lentille. Comme ça, il va me faire le rendu de tout, sauf ce calque-là. Donc je n'aurai pas ma lentille. Donc on peut simplifier ça en disant que j'aurai deux rendus différents. Le robot avec ma lentille et le robot sans la lentille. L'avantage du robot sans la lentille, c'est que je vais pouvoir du coup accéder à, au masque de cet œil-là. Mais le truc, vous voyez, quand je fais un nouveau calque, il faut redéfinir ce que je veux ou pas dans ce layer. Donc je vais vouloir mon material index, puisque c'est là-dedans que je vais choper mes matériaux. Du coup, dans robot, je peux même décocher material index, parce que je vais choper tous mes masques dans le robot sans lentille. Ok. Si vous n'avez pas trop compris, c'est pas grave, je vais vous réexpliquer ça après le rendu. Enfin, une démonstration vaut mieux qu'une longue explication, un long discours, comme on dit. Donc, je vais refaire un rendu. Je dois refaire un rendu, je n'ai pas le choix. Donc voilà mon rendu. Il n'y a rien de changé, dans le fond. J'ai toujours la même image. Si maintenant je vais aller dans Compositing, vous voyez qu'ici, c'est robot qui est écrit sur mon render layer. Et ben, je vais dupliquer ce render layer, Shift D. Alors, je vais agrandir cette fenêtre. Shift D. Et je vais ici passer de robot à sans lentille. Et avec mon viewer, juste avec CTRL SHIFT, je vais regarder la différence. Donc vous voyez, là c'est mon image normale, et là, sans la lentille. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a fait deux render layers, pour pouvoir ne pas avoir la lentille. Et du coup, si je vais regarder mes index matériaux, donc je recommence, la lentille c'était l'index 1, et je vois ma lentille. Mon œil, pardon. Et du coup, je vois mon œil, puisque la lentille n'est pas devant, donc la lentille ne masque pas mon œil. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on va faire un render layer. Ok, donc on va travailler sur l'illumination de ces deux masques, donc de mon joint et de mon œil. On va commencer par l'œil. Ok. Donc je sélectionne le masque de mon œil. Alors vous allez me dire, le masque c'est bien beau, mais pourquoi est-ce que c'est tout blanc? Alors le masque, lui, il fait juste que délimiter une zone. En fait, avec un masque, il faut toujours ajouter, pour récupérer la couleur réelle de l'objet, un color mix en multiply. Alors vous connectez le masque en bas, l'image en haut. Voilà. Et si je regarde à l'intérieur, il a injecté en fait, il a découpé cette image, mais uniquement dans mon masque. C'est-à-dire que c'est dans la partie blanche, il va garder que les parties de l'image qui sont dans la partie blanche. Donc du coup, il m'a bien masqué mon objet, et j'ai bien mon objet qui est séparé du reste. Donc là, pour le coup, c'est l'œil. Grâce à ça, maintenant, alors j'appuie sur H pour hide, en fait, pour réduire les nœuds, vous voyez. Sinon, ça prend trop de place, alors c'est pas la peine. Donc mon multiply est fait. Donc j'ai mon masque, mon multiply. Et je vais maintenant mettre un effet à cet œil. Alors Shift A, filtreur, et je vais chercher un glare. Et on va mettre tout simplement un fog glow, qu'on a déjà vu dans un tuto pour l'ampoule, pour illuminer une ampoule. Je vous laisse voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'est sur le site et sur YouTube d'ailleurs. Donc on va mettre un fog glow. Sa sensibilité, on va la mettre au maximum, donc on va mettre threshold à 0. On commence à avoir une petite illumination. On va mettre sa taille à 9 pour augmenter la taille du glow. Voilà. Et on va ici dans Mix le passer à 1 pour ne voir uniquement que l'effet. Alors 0 en fait c'est le mélange entre l'effet et l'image de base. Si je fais -1, c'est uniquement l'image de base. Alors vous allez voir. Voilà. Et si je fais 1 à l'inverse, c'est uniquement l'effet qui a été généré grâce à cette image. Donc voilà. Là je ne garde que l'effet. Ok. Je vais maintenant ajouter un color mix. Et je vais pouvoir comme ça mettre l'effet en bas, puisque faut pas oublier que dans un color mix, ou add, ou d'ailleurs je vais le passer en add, dans un module color, qu'on peut appeler aussi module merge, c'est dans tous les logiciels comme dans Nuke, dans les logiciels de compositing nodal, ça s'appelle merge, c'est ce qui permet de fusionner deux images entre elles avec différents calques de fusion, à la manière de Photoshop d'ailleurs. Ok, donc moi ça sera add. Je vais mettre l'effet en bas, puisque le facteur qui est ici gère l'intensité de l'image qui est en bas. Donc du coup, je vais pouvoir gérer l'intensité de l'effet. Et ici, je vais mettre mon image tout court, parce que je vais ajouter l'effet à mon image. Ce qui me donne ça. Donc vous voyez. Et ici, avec FAC, par exemple, si je passe à 20, ce qui est vraiment exagéré,
je peux gérer l'intensité de cette illumination. J'ai repassé ça à 1. Et donc voilà la logique en fait pour pouvoir ajouter les effets. Tiens, je vais mettre ça à 2,5, pourquoi pas. Hop. Ou un 5, 2,5 c'est abusé. 1,5. L'avantage du coup c'est qu'on peut gérer la force de ça. Donc voilà la logique pour ajouter des effets en fait à notre image. Donc on isole déjà la partie sur laquelle on va mettre un effet et ensuite on fait notre petit effet et on ajoute l'effet à l'image. Donc ok. Maintenant pour y voir plus clair. Alors habituellement je ne travaille pas comme ça, mais spécialement pour vous je vais travailler comme ça. Alors habituellement je travaille avec des systèmes de groupe, donc je fais mes propres systèmes nodales, mes propres nœuds. Donc un nœud c'est ça. Je vous montrerai donc dans les tutos consacrés au compositing comment faire vos propres nœuds. Et je vous montrerai pas mal de nœuds assez cool que vous pouvez faire vous-même. Mais là pour ce projet je vais juste faire des layouts, donc des calques. C'est-à-dire que je vais ici dans layout, frame. Je vais pouvoir placer ça là par exemple. Et tirer ici. Donc ça. Je vais sélectionner maintenant tout ça. Et juste les déplacer au-dessus de la frame. Hop. Et maintenant vous voyez. Voilà. L'avantage c'est que je peux nommer ça et du coup on peut s'y retrouver facilement. Donc ça c'est le glow de l'œil. Voilà, donc vous voyez, glow œil. Très bien. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ça dedans? C'est parce que avant d'ajouter cet effet à l'image, on voudra quand même ajouter aussi l'effet du glow des joints. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Ok, je vais oublier pour l'instant tout ce que j'ai fait ici. Hein. C'est ça l'avantage du système nodal avec mon viewer. Je vais juste refaire un ID mask ici. Hop, je peux très bien dupliquer celui-là. Et mettre maintenant sur 2, parce que mes jointures c'était le masque numéro 2, l'index 2. Donc hop, CTRL SHIFT pour mettre mon viewer dessus. Et je récupère donc mes jointures. Ok, donc ça je peux H pour le réduire. Ok, parce que je n'ai plus besoin d'y toucher, c'est juste mes jointures que je veux. Je vais appliquer la même technique, on va faire un multiply. Donc je peux très bien dupliquer celui-là. Voilà, donc mettre le masque en bas, l'image. Je peux très bien prendre l'image qui est ici aussi. Hein. L'image ici en haut. Et CTRL SHIFT, Viewer. Donc voilà, j'ai récupéré ma couleur dans mon masque. Donc ça c'est un truc basique, sauf que bon, au lieu de le faire de là-haut, je l'ai fait d'ici. D'ailleurs je peux très bien, au cas où j'ai des reflets sur ma lentille, parce qu'il faut pas oublier que dans celui-là, il y a la lentille avec. Je peux très bien plutôt utiliser l'image sans lentille aussi, pour injecter la couleur dans l'œil. Voilà, au lieu d'utiliser l'image de là-haut. Ok, ce qui fait que ce cal va nous servir uniquement pour nos masques. Donc je récupère la couleur dans mon masque avec un multiply, comme vous voyez ici. Mon gros problème, c'est que ce masque-là, cette fois-ci, il est très fin. Il est très très fin. Tout dépend de la profondeur de vos jointures. Donc il est très très fin. Donc il va avoir un peu de mal et il va aussi nous choper des pixels blancs. Des pixels qui sont sur le bord du masque. Alors on ne veut pas de ça. Alors comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors très simplement. On a ici dans... où es-tu? Dans Filtre, un Dilate Erode. Qui va permettre de dilater et d'éroder nos masques. Alors je vais vous faire une petite... je vais vous montrer, voilà. Je le connecte juste après l'ID masque. Et en fait, la valeur est en pixels. Donc je vais éroder d'un pixel. C'est-à-dire qu'il va enlever un pixel sur tout le contour de nos masques. De notre masque. Hop. Voilà. Du coup, forcément, je vais perdre des données. Je vais perdre un peu de rouge. Mais c'est pas un problème, puisque de toute façon, le rouge, on le verra quand même dans notre image. Là, ce rouge-là, on va l'utiliser juste pour l'illuminer. Ça fait qu'on va pas illuminer tout le rouge. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Donc du coup, effectivement, je perds un peu de ma jointure. Mais je garde quand même des points. Et ce sont en fait les points les plus lumineux. Donc ça tombe bien. De ma jointure. Donc du coup j'ai plus le blanc. Et c'est très important de plus avoir le blanc parce qu'après on va faire un effet d'illumination et ça va illuminer en blanc aussi, ça va être vraiment bizarre. Maintenant donc je vais ajouter un effet glaire pour illuminer ça. Alors je peux très bien dupliquer celui-là. Hein. Je prends celui-là, Shift D, je le ramène là, je l'ouvre avec H. Donc c'est toujours un fog glow que je veux, size, machin, bon, en fait tout ce qu'il faut. Je le connecte tout juste à celui-là cette fois-ci. Donc on va regarder. Ok, alors je sais pas ce qu'il nous fait là. Mais c'est pas vraiment ce qu'on lui a demandé. Alors je vais supprimer celui-là. Donc je vais ajouter moi-même mon truc. Hein. Filtreur. Bon, attendez. Le viewer. On va le mettre là. Voilà. Ah non, excusez-moi, ce qu'il nous fait, c'est un truc tout bête en fait, c'est que je l'ai pas mis au bon endroit.
il faut que je le fasse avec la couleur si je veux le, le glow sur la couleur. Donc il faut que je sois là. Alors voilà, ici, et c'est là-dessus que j'ajoute mon fog glow. Donc juste après le multiply, logique. Donc Shift D, hop, je le connecte tout juste. Puisque c'est le même effet exactement. Et voilà. Vous voyez, j'ai un petit effet d'illumination. Bon, évidemment, c'est pas assez intense pour le moment, mais on peut intensifier ça sans aucun problème. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. C'est une règle très très importante dans le compositing dans Blender, et même dans Nuke d'ailleurs, dans le système nodal en général. En fait, alors, je vais prendre ce add là, et je vais l'ouvrir. Donc comme je disais, quand vous connectez quelque chose en bas, le FAC ici gère la force, l'intensité de l'effet qui est en bas. Donc imaginons qu'ici je mette du noir, parce que je suis en add, donc le noir c'est l'absence de couleur tout simplement, donc il n'y a rien, et je me connecte là. Ici si je mets un FAC de 20, vous voyez, j'intensifie 20 fois plus mon effet, mais rien de plus, je suis tranquille, si la couleur d'en haut est noire. Et je vais faire ça en fait pour l'œil. Alors, je vais prendre ce add là, voilà, je vais enlever l'image, et je vais mettre du noir ici. Ce qui va me permettre de gérer la force du glow de l'œil. Alors je vais regarder la force du glow de l'œil tranquillement. Donc en gros il se passe rien. La seule différence c'est que maintenant j'ai un FAC qui va me permettre de gérer la force. Maintenant je vais ajouter cet effet à l'effet d'en bas. C'est pas grave si je mets pas sur fond noir, puisque le FAC ici gère que l'effet d'en bas. Donc encore une fois je peux gérer la force de l'effet d'en bas. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais c'est vraiment simple dans le fond, vous voyez. C'est juste que pour avoir mon facteur multiplicateur ici, je vais être obligé de mettre une image noire. C'est tout. Alors là maintenant, vous voyez peut-être pas l'utilité, mais plus tard quand vous allez faire vos propres nœuds, ça va être très très utile. Donc voilà. Donc ici du coup ce FAC, vu qu'il est sur image noire, il gère uniquement l'intensité d'ici, sans mélanger à une autre image, puisque l'image de base est noire. Par contre celui-là va mélanger l'image avec l'effet, plus l'effet des joints. Mais le FAC ici gère toujours que l'effet du bas, donc les joints. Donc ici j'ai un facteur de force pour l'effet de l'œil, ici l'effet des joints. Et l'image qui en ressort, c'est un mélange de mes deux effets. Et bien ce mélange de mes deux effets, je vais l'ajouter à mon image initiale, pour ajouter tout simplement les effets à l'image. Donc hop, mon image, les effets en bas. Voilà. Alors bon, le FAC de 20, c'est pas la peine, hein. Qu'on mélange deux images, c'est juste un FAC de 1, ça suffit. Voilà. Donc ici, j'ai un facteur pour mon œil, donc 1,5 j'aime bien. Ici, un facteur pour mes jointures, donc je vais essayer 25. Ouais, 25. Alors effectivement, vous voyez, ça gère que les jointures. Ça m'enlève pas mon œil. Donc c'est assez sympa. Donc 25. Du coup, ça vous permet de faire des retouches très rapidement. Voilà. Et ici, c'est le facteur d'effet général, du coup. Puisque ça englobe les deux effets, vous voyez, dans le calque du bas. Donc ici, imaginons je mets 10. Bah, je vais augmenter les deux... j'ai multiplié par 10 les deux facteurs déjà qui sont là. Donc c'est un facteur d'effet général. Mais 1, ça suffit. Hein, on va pas... Mais au cas où on a besoin de faire des petites retouches, voilà. Alors, on va ranger un peu tout ça. Alors, je vais faire un layout. Donc je vais dupliquer celui-là tout simplement. Donc, pour le glow, cette fois-ci, des joints. Que je vais appeler ici glow joint. C'est juste histoire de mieux s'y retrouver. Hein. Voilà. Ah, hop. Voilà. Un petit layout. Je vais en faire deux autres. Alors. Je vais en faire un pour ce add ici. Et pour celui-là aussi. Donc hop, Shift D. Voilà. Glow œil, c'est très bien. On va rajouter factor. Voilà. Parce que des fois un système nodal ça peut être vraiment rempli de plein de choses et c'est bien d'avoir le nom comme ça on a sous l'œil, on voit directement sous la main que ici c'est pour le facteur. Ok, c'est bon, on cherche plus. Voilà. Je vais prendre pareil, glow joint, Shift D. Hop. Gérer sa taille. Voilà. Le renommer. Juste rajouter factor. Très bien. Je vais déplacer ça. Ah, je ne les ai pas déplacés à l'intérieur, c'est très important. Voilà. Je vais déplacer ça à peu près là, juste pour pouvoir mettre mon facteur en fait. Dessous, tout simplement. Les deux facteurs l'un en dessous de l'autre. Voilà. Du coup, on n'a plus besoin de se soucier de comment c'est relié. Il y a les noms, on sait que ça c'est le facteur, ça c'est ça. Voilà. Ça, je vais le mettre à peu près là.
Et je vais prendre tout ça, tant qu'à faire. Je vais les déplacer un peu. Et je vais en faire un gros layout aussi. Prendre un gros layout. Hop, voilà. Dans lequel je vais sélectionner. Je vais le mettre là, ce gros layout. Je vais prendre tout ça. Hop. Et je vais glisser dans le gros layout. Et voilà. Et ce gros layout, ça tout simplement mes masques. Donc ça en fait c'est voilà. C'est l'effet glow pour mes deux masques. Mais j'ai dû faire un render layer pour mes masques et tout ça. Donc du coup ça permet de mieux organiser la scène. Donc là c'est tout simplement masque. Voilà. Ou glow aussi, puisqu'on a fait qu'un seul effet sur ces masques, c'est un glow. Mais bon, voilà, je vais l'appeler masque. Ok. Du coup ça on s'en occupe plus. On sait juste que voilà, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre add ici pour ajouter donc les masques à l'image, donc les glows à l'image. Ok. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On a notre illumination maintenant donc pour le rouge. Pour les parties qui sont censées s'éclairer. Donc c'est pas mal du tout, c'est plutôt sympathique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va y ajouter le motion blur. Tiens, voilà. Sauf que pour avoir le motion blur, il va nous falloir ici, dans la scène robot, le paramètre vitesse, donc speed, qui s'appelle vector. Donc, je vais regarder ici dans layer. Ici j'ai vector, je le coche. Je suis bien dans robot, vous voyez, ça apparaît ici. Voilà. Mais il n'y a rien là. Il va falloir quand même que je fasse le rendu pour qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Mais bon, je ne vais pas le faire le rendu, parce que de toute façon là je suis sur une scène où le robot est fixe. Donc je vais juste paramétrer mon truc. Je ne vais pas voir de toute façon d'effet. Mais au moment où vous allez lancer votre rendu à vous, vu qu'il va faire le rendu, il va remplir cette case speed et il va faire son truc comme il faut sans souci. Donc je vais rajouter juste donc mon motion blur. Donc hop, Shift A, filtreur, vector blur. Hop, on connecte la passe de Z, le speed, et ça nous sort quelque chose. Là ça va nous sortir quelque chose, je suppose, de tout blanc ou tout noir. Puisque le speed est vide. Voilà. Pas terrible, hein. Ok. Donc pour éviter de refaire un rendu, de toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce motion blur. Alors en restant appuyé sur CTRL et en cliquant sur ma souris et en déplaçant, vous voyez, je peux afficher ce truc là qui permet de couper. Voilà. Donc je garde mon vector blur de côté. Ok. Je l'ajouterai plus tard. Je vais me connecter à ça déjà, voilà, c'est mieux. Je vais maintenant gérer un peu les contrastes. Alors pour ça, enfin je vais faire des corrections colorimétriques. Alors pour ça, je vais ajouter un color RGB curve. Hop, je connecte, il va rien se passer. Et je vais faire ce qu'on appelle une S-curve, donc une courbe en S, qui va permettre de donner un peu plus de relief à cette image, un peu plus de profondeur, parce que là elle est vraiment plate, l'image, elle est juste en teinte de gris, c'est pas terrible. Donc je vais prendre, comment fonctionne, je vais l'expliquer d'abord, comment fonctionne cette RGB curve, donc là sur le paramètre C, hein. En fait ici j'ai les noirs profonds, et ici les blancs intenses. Si je vais prendre par exemple, ici, je clique pour ajouter un point, et que je prends les noirs ici et que je les descends, il va m'assombrir les noirs les plus profonds. Alors plus je vais m'approcher en fait de mon point ici, qui est le noir le plus profond, et moins ça va être noir. Plus ça sera vraiment les noirs les plus profonds qui vont en devenir noirs. Ou à l'inverse, si je remonte ce point, j'éclaircis. En fait ici, on a la teinte, enfin la luminosité, et ici, on a la teinte qu'on va lui donner. Plus ou moins, enfin le contraste qu'on va lui donner. Donc par exemple, je vais vous faire un exemple. Je vais assombrir les noirs profonds. Ici je rajoute un point et j'éclaircis à fond les blancs profonds. Vous voyez, il y a du blanc, il y a du très noir, mais il y a aussi du très blanc. Et si j'augmente ici ces blancs au ton moyen, donc les tons moyens, il va aussi éclaircir les tons moyens. Donc j'ai du très noir. C'est comme un nœud contraste, mais avec beaucoup plus de contrôle. Donc forcément, les blancs les plus intenses ici, ça correspond aux impacts lumineux, à la lumière, à ce qu'il y a de plus clair dans notre image. Et ici, c'est à ce qu'il y a de plus noir dans notre image. Donc je vais assombrir légèrement les noirs et éclaircir les blancs. Ce qui va nous permettre d'avoir ici une courbe en forme de S, qu'on appelle une S-curve, qui est la courbe caractéristique du contraste et de la lumière naturelle. Alors, on va jouer un peu avec ça quand même, hein. On va éviter, parce que je trouve ça un peu trop noir. Voilà.
Je vais faire ça comme ça, voilà. Comme ça, ce qui est censé être noir est vraiment noir. Je vais augmenter peut-être la partie blanche aussi. Voilà. Mais ça éclaircit quand même un peu. Ok. Alors à quoi ça nous a servi? Bah honnêtement, voilà. Là on voit que c'était presque que du gris. Là on a vraiment des démarcations entre les parties noires et les parties claires. On a vraiment une meilleure gestion de la lumière. Ok. Ce n'est pas tout. On va aussi donner une atmosphère un peu particulière, donc une atmosphère vraiment personnelle, là c'est à vous de voir, à notre image. Donc on va lui donner une teinte. Alors, Shift A, je vais ajouter dans Color la Color Balance, qui va gérer les balances de couleurs. Alors je vais faire l'analogie avec cette courbe, puisqu'en fait la Color Balance a l'air compliquée, mais en fait c'est vraiment simple à comprendre, qu'on sait comment ça fonctionne. En fait, Lift, ça correspond, on va dire, à ce carreau-là, donc les noirs profonds, donc les ombres. Gamma correspond aux deux carreaux qui sont là, donc les tons moyens, donc les mid-tones. Et gain correspond à ce carreau-là, donc les tons très clairs, donc les parties claires de notre image. Donc moi, je dis que mes ombres vont être... Alors je vais zoomer dessus parce que c'est un contrôleur où il ne faut pas mettre les couleurs loin là-bas, mais vraiment proche du blanc. Donc mes ombres vont être teintées de bleu. Donc voilà, j'ai mon image qui se teinte un peu de bleu. Je vais rajouter un petit peu, ok. Que mes tons moyens vont être teintés d'orange. Peut-être plus. Ok. Et que mes tons clairs. Alors il y a une règle pour être sûr d'avoir une belle image. C'est de toujours choisir euh, une couleur... comment ça s'appelle? En fait, les couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Les couleurs complémentaires, voilà. Par rapport au gamma. Donc le gain aura la couleur complémentaire, donc ici, donc du bleu. Voilà. Ok. Alors, je vais maintenant déjà intensifier un peu cette partie jaune, parce que je trouve ça trop bleu. Ok. Et je vais éclaircir, tout simplement, les tons moyens. En éclaircissant le jaune, voilà. Je vais éclaircir un peu les tons moyens. Voilà. Ok. Ce qui nous donne donc la différence entre ça et ça. Alors évidemment, on peut marquer un peu plus, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, marquer un peu plus les teintes. Ok, voilà. À donner un peu plus de profondeur à cette image. Faut pas hésiter quoi. Voilà. Quitte à éclaircir un petit peu pour pas trop faire mal aux yeux. Et éclaircir un petit peu les tons clairs aussi. Ok, donc voilà la teinte à peu près que moi je décide d'avoir. Donc la différence sans correction de couleur avec la correction de couleur. Vous voyez, on a une ambiance d'un coup et c'est moins plat. Là c'est vraiment gris, c'est vraiment une image plate. Alors c'est bien, on a un beau rendu, c'est assez clair, tout ça, ok. Bon, mais c'est pas mis en valeur. Déjà avec les contrastes, on va mettre ça en valeur. Et avec la correction colorimétrique, on va personnaliser l'ambiance. Donc voilà. Donc voilà à peu près l'ambiance que je vais vouloir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, maintenant, dernière petite chose. Je vais ajouter ce qu'on appelle une vignette. Alors c'est un phénomène de caméra qui est très naturel. Hein, c'est que dû à la forme ronde, sphérique de la lentille de la caméra, on va avoir les bords de l'image qui vont être plus sombres que le centre. Alors c'est un phénomène qui existe, hein, c'est un phénomène qu'il y a sur toutes les photos, toutes les vraies photos, je veux dire, c'est là. Alors on peut évidemment faire en sorte d'enlever ce phénomène après en post-production, mais nous en 3D on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va créer ce phénomène, puisque du coup ça va donner une information qui va faire croire un peu plus que ça a été filmé avec une vraie caméra. Donc en fait tous les bugs qu'une caméra peut faire, toutes les choses qu'on veut pas, qu'on filme vraiment un film ou qu'on prend vraiment une photo, et ben nous en 3D on les veut. Parce que ça va prouver, ça va faire croire que c'est avec une caméra ou avec un appareil photo qu'on a fait ça. Donc ça a rajouté un peu de cachet. Alors j'ai juste diminué un peu la force de ce glow là de l'œil. Heureusement, voilà, œil factor. Je vais remettre à 1 parce que je le trouve trop fort. Voilà, là ça me plaît. Ok. Donc pour faire une vignette, alors je vais d'abord ranger ça, excusez-moi. Donc je vais prendre un layout. Shift D. Alors, contrairement aux autres nœuds, les nœuds de correction colorimétrique, je ne les replie pas en appuyant sur H. Je les garde. Parce que des fois on aime bien faire des petites retouches. Finalement on n'est pas content, on retouche encore un petit peu. Bon. Donc du coup je les replie jamais moi personnellement. Donc voilà. Ok. Voilà.
Et on va appeler ça, alors on va déplacer les nœuds dedans pour qu'ils se fixent à l'intérieur en fait. Voilà. Et on va appeler ça donc correction colorimétrique. La correction colorimétrique, franchement, c'est quelque chose de très 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 important euh, dans la post-production, donc dans la 3D aussi. Je vous conseille, si vous pouvez, d'aller chercher des formations ou des tutos, même si c'est pas sur un logiciel, même si c'est pas sur Blender, quel que soit le logiciel, de toute façon, ce genre de courbe et ce genre de color balance existe sur tous les logiciels. Ce sont des trucs standards de la correction colorimétrique. Je vous conseille vraiment d'aller suivre des tutos sur la correction colorimétrique pour avoir quand même une bonne compréhension et une bonne habitude, on va dire, une bonne mécanique de travail sur cette correction colorimétrique, parce que c'est quelque chose de très important. Comme vous voyez, honnêtement, ça change vraiment. Peut-être que mon paramètre de couleur ne vous plaît pas, moi il me plaît à moi, ça reste personnel. Mais ça change vraiment la, la scène, quoi. C'est vraiment, ça donne une ambiance et ça change tout. Donc c'est très important de savoir gérer les corrections colorimétriques. Et Blender a de très bons outils pour faire ça, alors pourquoi s'en priver? Alors donc, je vais ajouter, comme je disais, une vignette. Donc j'expliquais le phénomène donc des rebords plus sombres que le centre. Alors, pour cette vignette, alors cette technique ne m'appartient pas, dans le sens où c'est pas moi qui l'ai trouvée. Je vais tout simplement copier la technique d'Andrew Price, donc qui est le créateur de blenderguru.com, donc qui est aussi un très grand artiste Blender. Lui, il est vraiment 100% Blender. Donc je vais réutiliser cette technique. Parce que bon, quand je fais les choses qui sont à moi, bon, ok, c'est à moi, mais quand c'est pas à moi, je le dis. Et effectivement, c'est une technique qui appartient à Andrew Price. Donc, et je vous invite à la réutiliser parce qu'elle est très bonne. Alors, Shift A, je vais ajouter un convertor mat. Je vais le connecter à mon image. Et on va regarder ce qui se passe. Il est marqué, voilà. Je vais le mettre en plus grand que. Alors, le convertor mat ne fait que des calculs mathématiques. Hein. Mais si on connecte une image à l'intérieur, il fera des calculs mathématiques avec la valeur de couleur de chaque pixel. Donc, je vais le mettre en plus grand que. Et il va m'afficher tous les pixels dont la valeur de couleur est supérieure à 0,5. Il va me les afficher en blanc. En fait, il va me faire des masques. Alors moi, ce que je veux, c'est avoir une image entièrement blanche. Donc je vais mettre moins 1 ici. Et aucune valeur de couleur n'est inférieure à 0. Donc forcément, il va tout m'afficher. Puisqu'il va m'afficher tout ce qui est plus grand que moins 1, donc tout. Ok. Maintenant, avec ça, je vais donner une forme arrondie. Je vais faire une bulle. Alors pour ça, je vais aller dans Distorsion. Et j'ai Length Distortion. Qui lui va nous simuler en fait la distorsion de perspective d'une lentille de caméra. Donc elle va nous permettre de faire un fisheye, des choses comme ça. Alors je peux vous le montrer avec notre image de base, hein, si vous voulez. Regardez ce qu'il va faire. Si je mets distorsion à 1, il charge un peu. Donc voilà, il nous fait vraiment un fisheye, quoi. Il nous déforme les perspectives et tout. Sauf que nous, on va, au lieu d'injecter notre image dedans, on va injecter l'image qui est toute blanche à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, vous l'aurez compris, ça va nous donner une bulle blanche. Que voici. Voilà. Et cette bulle blanche, on va la flouter. Donc on va faire Filter, Blur, Fast Gaussian. Voilà. On va cocher Relative pour que ça fonctionne quelle que soit la résolution de notre image. Et on va mettre 20% de chaque. Et en Y. Voilà. Et là, vous voyez, on a notre centre qui est de la couleur normale, enfin qui est de la teinte, la luminosité normale, mais plus on s'éloigne du centre de l'image, et plus la luminosité va baisser. Bah maintenant, on a juste à injecter notre image là-dedans. Alors, ou plutôt mettre cette ombre dans notre image. Donc qui dit ombre dit multiply, si vous avez suivi l'introduction au compositing. Donc on va ajouter un color mix qu'on va passer en multiply. Hop, on va mettre notre effet en bas. Voilà, et notre image en haut. Et on regarde. Alors il faut qu'il calcule un peu. Et voilà. Alors là c'est vachement sombre quand même. Alors bon, habituellement mon paramètre par défaut c'est 0,5 au niveau du fac. Parce que du coup on peut gérer la force de cette ombre. Hein. Donc je mets 0,5. Voilà. Alors vous allez me dire il n'y a pas de différence. Bah, je vais vous montrer qu'il y en a une. Voilà 100. Et voilà avec. Elle est infime. C'est vrai qu'on voit pas que c'est noir ici. C'est infime comme différence. Mais c'est le phénomène qu'on a avec une vraie lentille de caméra. Alors on va l'appliquer. Donc voilà. Alors
cette vignette. Alors je vous ferai un tuto sur le compositing et un tuto spécialement sur la vignette. Je vous apprendrai à faire votre propre nœud vignette pour pas avoir besoin de le refaire à chaque fois et juste d'aller le chercher en faisant Shift A, groupe, et là vous aurez vignette et il sera importé. Je vous apprendrai à faire plein de nœuds d'ailleurs, plein de custom nodes comme ça, des nœuds personnels euh, dans la section compositing. Alors, je vais juste dupliquer ça, par exemple, voilà. Je vais tout simplement cacher tout ça, parce que je n'ai pas besoin de tout ça, mais j'ai quand même gardé lui en entier puisque c'est le facteur, au cas où j'ai besoin de modifier le facteur. Donc, je vais prendre tout ça, déplacer dedans, voilà. Et ça, c'est vignette. Voilà. Donc, j'ai ma vignette. Alors, maintenant notre fameux motion blur, qu'on n'a toujours pas mis. Alors on va le mettre, mais avant ça on va changer d'image, parce que là je suis à une image où notre robot est fixe. Il faut qu'il soit en mouvement pour le voir, ce motion blur. Donc, on va prendre cette image là, par exemple. Et on va lancer le rendu. Donc F12. Voilà, notre rendu est terminé. Aucune différence pour le moment, c'est normal, parce que notre vector blur on l'a laissé de côté, mais on l'a pas encore utilisé. On a speed normalement qui est maintenant plein, il y a des paramètres à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais déconnecter ça. Non, en fait je vais le laisser où il est. Le motion blur, je ne vais pas le mettre, par exemple, avant mon glaire. Puisque je veux aussi que l'éclairage, l'effet de lumière, soit affecté aussi par le motion blur. Donc je vais mettre après, donc juste là, juste avant ma correction colorimétrique, ou après, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Après, surtout, le glare. Enfin, le glow. Ok. Donc, je vais prendre mon petit motion blur, que voici. Je mets la Z, je mets le speed, j'attends que ça mouline. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai effectivement le flou de mouvement. Uniquement aux parties qui bougent le plus d'ailleurs. Parce que vous voyez ici c'est un peu bleu, il y a un peu de blur, mais ici il n'y en a pas. Parce que ça ne bouge pas des masses. Donc c'est plutôt sur un seul et même objet, même c'est plutôt bien fait. Alors, maintenant, le sample. Le sample c'est le nombre de passes qu'il va faire pour calculer ce motion blur, donc à quel point ce motion blur va être lisse. Pour une image fixe, je vous conseille de le mettre à fond, soit 258. Puisque c'est une image fixe, on voit que ça. L'avantage du motion blur dans une image fixe, c'est ça montre le mouvement, donc c'est pas mal. Par contre, pour une animation, c'est pas la peine de le mettre à fond, puisque le motion blur, c'est un flou de mouvement, et dans une animation, ça sera au cours d'un mouvement. Donc je veux dire, on va pas s'attarder 5000 ans sur la même image pour pouvoir voir le détail du motion blur, on ne le verra pas. Donc bon, 32 pour un test, c'est bien, mais si vous voulez une belle qualité de motion blur en animation, allez pas plus loin que 128, c'est pas la peine. Plus que 128, on ne verra pas la différence. Donc moi je vais mettre 128. Surtout que plus vous augmentez, et plus ça va être long à calculer. Donc ça tombe bien, en animation 128 c'est très bien, donc voilà. Donc là on a plus de détails à l'intérieur. Alors je sais pas si vous voyez bien la différence, alors je vais vous la refaire. Je vais mettre en 32. Je vais zoomer donc ici avec zoom, voilà. Et si j'appuie sur Alt et que j'appuie sur la molette de la souris, je peux déplacer mon image. Ça c'est sympa. Donc voilà. Par contre il n'y a pas de raccourci pour zoomer, c'est dommage, on est obligé de zoomer là. Peut-être qu'ils changeront ça dans les prochaines versions. Alors là j'ai 32, alors regardez bien ici en fait le nombre d'interpolations. Et j'ai passé en 128. Alors il faut qu'il mouline un peu, forcément. Et vous allez voir la différence directement. Voilà, vous voyez? On voit moins d'arêtes, on voit moins de. C'est encore plus flouté, il y a plus d'interpolation. Et ça suffit largement pour une animation, quoi. Ça suffit largement. Ok, donc voilà pour notre compositing. Alors je récapitule quand même. On a utilisé un render layer différent pour pouvoir avoir notre robot sans la lentille, pour pouvoir choper l'œil qui est à l'intérieur. Donc on a mis un masque, un ID mask sur cet œil qui était le 1, lui était le 2. Donc ID mask, on a multiplié avec la couleur pour récupérer la couleur dans l'œil. On a mis un glare pour avoir l'effet de luminosité. On lui a fait un add avec une image noire pour pouvoir gérer la force de cette luminosité. On a fait la même chose pour le glow, pour les joints, sauf qu'on a dilaté, enfin on a érodé notre masque pour éviter d'avoir des pixels blancs.
Et au niveau du add, on l'a pas fait sur une image noire, mais sur l'image d'avant, puisque de toute façon, il faut qu'on mélange les deux effets ensemble, qu'on a ensuite ajouté à notre image. Ce qui nous a donné ça. Vous voyez, sans, avec. Donc ce qui nous a donné ça. On a ensuite ajouté un vector blur, donc un motion blur, que voici. On y a ajouté un contraste, une correction colorimétrique de teinte. On y a ajouté ensuite une vignette. Et voilà notre résultat. Alors pour que tout ça fonctionne au rendu, n'oubliez pas de connecter Composite qui est ici. Ça c'est des choses qu'on fait très souvent, d'oublier de connecter ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Je veux dire, quand il va vous sortir l'image, il va vous faire le compositing et tout, mais il va pas vous ajouter le compositing à votre image. Il vous sortira l'image comme elle est à la base, c'est-à-dire comme ça. Attendez, il mouline un peu. Voilà. Et ça sert à rien qu'on soit fatigué à faire tout ça, si c'est pour finalement avoir une image comme ça. Je peux vous assurer que quand ça vous arrive, c'est très très énervant. Ça m'arrive très souvent, ça, d'oublier de connecter le composite. Alors, n'oubliez pas vraiment. Évitez. De toute façon, si vous oubliez une fois ou deux, vous allez voir qu'après vous n'allez plus l'oublier, ça va tellement vous énerver. Donc, voilà pour le compositing. Donc, je vais remontrer quand même la différence. Donc, voilà. Donc, on est parti quand même de ça. Alors, effectivement, on avait nos matériaux et tout, mais bon, on est parti de ça à ça. Donc ça change quand même les choses, ça donne une teinte, ça donne un petit côté plus professionnel. Je trouve encore que mon monde a un peu trop d'orange. Bon, après c'est à vous de gérer, hein. Franchement les corrections colorimétriques c'est des choses, vous pouvez passer 2 heures dessus juste pour avoir la teinte qui vous plaît, l'ambiance qui vous plaît. Donc voilà, bah, j'espère avoir pu vous aider, et puis c'est comme ça que je conclue donc mon projet Biped. Alors le projet Biped, je me doute bien, enfin je suis même certain que tous ceux qui ont regardé le projet Biped n'ont pas fait le projet Biped. Il y en a beaucoup qui ont déjà regardé par simple curiosité. Je trouve ça bien dommage, puisque si vous faites ce projet Biped, en particulier si vous êtes intermédiaire ou débutant, vous allez avoir une confiance en vous, et c'est la base vraiment de la 3D, puisque ça demande beaucoup de temps, surtout quand vous êtes autodidacte, quand vous prenez pas de cours, ça demande beaucoup de temps. Moi ça fait déjà maintenant 7 ans que je travaille sur Blender, en autodidacte. Donc vraiment, faites-le ce projet. Effectivement, ça vous demande du temps, mais ça va vous faire gagner tellement de puissance de travail. Après, vous allez avoir une confiance en vous qui va vous permettre d'avancer, surtout si vous êtes autodidacte. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu tout ça, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.